Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver après cette très longue interruption. Valérie. Bonjour Gilles Gansman. Vous êtes plus bronzé que moi. Un petit peu plus, oui. J'ai peut-être été là où il y avait un peu plus de soleil. Voilà. Heureuse de vous retrouver, chers auditeurs de Sud Radio. J'espère que vous avez passé un bon été à l'écoute de Sud Radio avec beaucoup de débats et on va continuer avec vous évidemment tout au long de cette saison. Et pendant que vous bronziez, il y en avait un qui bossait. Et oui, notre invité aujourd'hui, Mathieu Lartaud. Bonjour. Bonjour. Journaliste sportif, on vous connaît évidemment. Vous commentez le rugby et surtout, avec vous, on va parler de ces Jeux Olympiques, du succès des Jeux Olympiques et de ces Jeux Paralympiques en ce moment même qui, là aussi, vous me le disiez juste hors antenne, rencontrent un très grand succès. Et on en est très fiers. Effectivement, la journée d'hier a été fabuleuse pour la délégation française, fabuleuse en termes de performance, mais surtout, et ça prend sens quand il y a des gens qui regardent en nombre sur nos antennes. Et il y avait 2,5 millions de personnes en moyenne hier, 5 millions le pic hier soir. C'est génial, quoi. Il faut se réjouir de. Est-ce que c'est la première fois, à votre connaissance, qu'il y a un tel engouement pour les Jeux Paralympiques? Sur les Jeux Paralympiques, oui, mais pour aussi une raison évidente, c'est qu'on est en France et que donc on bénéficie d'un décalage horaire favorable. Parce que souvent les Jeux Paralympiques sont avec des décalages horaires qui réduisent un petit peu. Mais est-ce que dans les pays, dans les autres pays, 2012 avait été un tournant en termes d'image, d'inclusion et de mise en lumière des para-athlètes. En France, là, c'est la toute première fois. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on regarde sans... des fois, il y avait des gens qui avaient du mal à regarder les handicapés à la télévision. Souvent, on les invitait pas d'ailleurs dans les jeux télévisés. Il n'y a pas beaucoup d'handicapés. Ce qui a changé, c'est dans Top Chef, c'est dans certaines émissions, on a commencé à voir le handicap. Est-ce qu'aujourd'hui, on supporte plus, même si c'est une drôle d'expression, de regarder quelqu'un d'handicapé à la télé? Alors franchement, je ne saurais vous répondre. Ça, c'est chacun réagit comme il l'entend. Ce qui est certain, c'est que nous, on a fait ce choix de donner la même exposition médiatique à ces para-athlètes. Et en fait, le changement de regard, il commence là. Si nous, en tant que médias, on commence à accompagner comme il se doit, à les mettre dans la lumière comme ils le méritent, ça va peut-être justement changer les attitudes, changer les regards. Et c'était un peu l'enjeu aussi de ces Jeux paralympiques, c'est-à-dire qu'on change le regard sur le handicap, qu'on bénéficie pour ces athlètes qu'ils bénéficient de l'exposition qu'ils méritent. Voilà. Et après, les attitudes de chacun, j'espère, en tout cas, changeront. Il y a un auditeur, Stéphane, qui dit: j'aurais aimé que vous allumiez la flamme, que vous portiez la flamme et que vous allumiez la vasque. Oh non, moi j'avais aucune raison de l'allumer la vasque. Moi j'ai déjà participé au relais de la flamme, et j'en ai été honoré. D'ailleurs ça a été un moment quand même hyper fort. La cérémonie d'ouverture de manière générale a été d'une puissance incroyable. Vous parliez de comment on perçoit le handicap, ces scènes. Ces danseurs qui partagent des moments entre valides et personnes en situation de handicap, moi j'ai trouvé ça bouleversant, j'ai trouvé ça fin, j'ai trouvé ça intelligent, sans pathos, sans misérabilisme. Donc voilà, en fait, on a besoin de ça, et je trouve que jusqu'à présent, c'est ce qui fonctionne sur ces Jeux Paralympiques. Allez, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, vous allez en parler avec vos débatteurs. C'est évidemment la polémique sur tous les médias, cette remise en liberté du motard qui a tué Camilla. Du chauffard, pas du motard. Du chauffard. Pardon, je vais reprendre, vous pouvez me reprendre. Parce que les motards ont des codes et en général ils respectent les limitations de vitesse, donc c'est un chauffard et pas un motard. Il n'a pas été jugé. Philippe, Non. Je vous laisse. Philippe Gribert, ancien directeur du service d'information du gouvernement, a réagi sur CNews sur la non-compréhension du public à sa libération. Notre système judiciaire a l'air de s'ingénier à prendre des décisions qui sont incompréhensibles pour le commun des mortels. Et donc, cette absence de mise en détention provisoire après ce qui s'est passé, qui est terrible, est évidemment incompréhensible, pas simplement pour la famille, mais pour la plupart des Français. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on arrive dans un système où le parquet, vous l'avez dit, le parquet et le juge d'instruction
demande la mise en détention provisoire et qu'un troisième juge, pour des motifs qu'on ne connaît pas, est-ce que parce que il fait de la gestion de places de prison? J'avance cette hypothèse ou cette question, mais c'est terrible. Si c'est le cas, c'est terrible. Considère que non, on va pas le mettre en détention provisoire. Vous reviendrez avec vos débatteurs. Puis il y a souvent des personnes qui deviennent handicapées aussi durant des accidents. On peut penser à eux. Je ne sais pas, le poste de ministre du handicap, c'est quelque chose qui vous intéresserait? Pas du tout. Non. Moi, je suis journaliste, vous savez, j'ai un métier de passion que j'adore faire. Voilà. Après, quand il y a des messages à faire passer, je me prive pas de le faire, mais chacun son domaine de compétences. En tout cas, on attend un nouveau gouvernement, Valérie, car il y aura peut-être durant vos débats. Alors évidemment, toutes les conjonctures se confondent dans les médias, mais pour le choix du Premier ministre, Ségolène Royal, elle a déjà fait son gouvernement. C'était sur BFM. Est-ce qu'un Premier ministre venu de la gauche peut faire travailler des gens de droite? Donc il pourrait vous rejoindre, Xavier Bertrand, dans un gouvernement? Je pense qu'il a sa place. Il a sa place. Et si on fait un binôme au ministère de l'économie et des finances, on voit très bien Xavier Bertrand, et puis ensuite au budget, un socialiste, comme Philippe Brun ou Boris Vallaud, par exemple. Moi, je vois Luc Carvounas en relation avec le Parlement, parce que ça va être un des enjeux majeurs de faire fonctionner l'articulation entre le pouvoir exécutif. Vous les avez contactés? Vous avez échangé avec eux? Non, mais puisqu'on parle franchement, moi je suis quelqu'un de franc, je vous dis je travaille, je m'implique, je regarde ce qui est sérieux, pas sérieux. Après, il y a tout le domaine réservé du président de la République, ça je me permettrai pas de rentrer dans ces considérations. Alors Valérie, aujourd'hui c'est la rentrée, alors on s'est bien coiffé, on a mis ses kickers, on a pour certains et son tatontans. Oui. C'était une autre époque. Pour certains, ils ont mis leur uniforme, mais le plus important, ce sont ceux qui ont rêvé, qui sont revenus avec plein de rêves dans leur tête. Pourquoi? Parce qu'ils ont assisté aux Jeux paralympiques. C'était hier, dans le 20h de France 2. Grand sourire pour petits spectateurs. Pour encourager les para-athlètes, dans les gradins comme dans les allées, un public haut comme 3 coqs français. Dernier week-end de vacances pour cette famille du Pays Basque, venue profiter jusqu'au bout de la ferveur des Jeux. On a fait du rugby, fauteuil, du taekwondo, et même on a monté la tour Eiffel. On va même faire louper la rentrée des enfants pour venir encourager Heidi Gauguin demain. Et du coup, avec le train, on rentre lundi. Corentin, 8 ans, et son grand frère Camille, 13 ans, se font des souvenirs pour les copains. Je vais leur dire que moi je suis allée aux Paralympiques à Paris. Je vais leur raconter l'ambiance que j'ai vue, les records du monde. C'est génial ça, non? C'est extraordinaire parce que on a beaucoup parlé d'héritage pour ces Jeux de Paris 2024 et en fait je crois que l'héritage le plus puissant il sera laissé par ces Jeux paralympiques et on le voit à travers ce que vous venez de passer comme extrait, on le voit dans tous les sites, l'ambiance fabuleuse. Je pense que ça va créer des envies, des vocations et de la tolérance de ces enfants quand ils vont grandir. La tolérance bien évidemment, mais vous savez il y a un gros travail qui a été fait en amont de ces Jeux. Il y a eu beaucoup d'initiations faites dans les écoles, il y a eu des projets pédagogiques sur le parasport et voilà, on en récolte aussi les fruits et quand on parle d'inclusion, ça passe aussi par ce type de sensibilisation, d'initiation. D'ailleurs, si vous voulez aller au Club France, là où les para-athlètes sont célébrés tous les jours, vous pourrez vous initier au rugby fauteuil, au tennis fauteuil, à la pratique du parasport et voilà, ce sont des moments de découverte et d'enrichissement personnel, je crois. Alors Mathieu Lartaud, vous avez fait le buzz ce week-end sur vous y allez. Sur les réseaux sociaux avec votre coup de gueule dans l'émission Quel jeu de Léa Salamé. On le réécoute. Les fauteuils que l'on voit avec le rugby fauteuil, le basket fauteuil, ça coûte cher, ça coûte très cher, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. S'il n'y a pas de partenaires, s'il n'y a pas de grandes entreprises qui se mobilisent, vous fermez l'accès aux personnes en situation de handicap. Là, on est en train de créer des vocations. Il y a des gamins qui rêveraient d'aller faire du rugby fauteuil. Il faut des référents handicap qui puissent les accueillir. Il faut qu'ils aient accès à ce type de matériel. Sachez quand même que les athlètes paralympiques, par exemple, en rugby fauteuil, ils vont faire leur fauteuil sur mesure aux États-Unis. Ça coûte de l'argent, alors eux, ils ont les aides qu'il faut aujourd'hui, et encore, il y a encore du boulot. Mais voilà, c'est tout ça qu'il faut changer, en fait. On pourra en parler dans la deuxième partie, mais on
pourra parler évidemment de ces athlètes qui sont pas forcément accompagnés. Comment ça se passe effectivement quand un gamin non, mais en fait, a envie de s'initier, un gamin ou à ce genre de... C'est très difficile. En fait, le coup de gueule, c'est pas vraiment un coup de gueule. En fait, c'est juste c'est un constat. C'est un constat qui est un peu froid et implacable. Et surtout, c'était plus pour souligner la difficulté d'être en situation de handicap aujourd'hui dans notre société et de manière générale, quand on est en situation de handicap, pratiquer un sport, quel qu'il soit, c'est terriblement difficile. Ouais. Faut aller autour de 50 km de chez soi pour trouver une structure qui est capable de vous accueillir avec du personnel formé. C'est déjà la première aberration. Et ensuite, pour pratiquer du sport quand on est en situation de handicap, ça coûte très cher. Voilà. Et ils trouvent pas de sponsors. Des personnes. Les marques ne veulent pas s'engager. Non, mais les athlètes paralympiques, évidemment, qu'ils ont des sponsors et des partenaires. La personne lambda qui est en situation de handicap, un fauteuil, comme vous le voyez à la télévision en ce moment, c'est entre 9 et 15 000 euros. Et ça, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc, quand vous êtes un gamin ou une famille, il y a des investissements hyper lourds pour que votre enfant puisse avoir accès à la pratique du sport. C'est ça, moi, que je dénonce aujourd'hui. De la même manière. C'est quoi la solution ? La solution, il y a effectivement l'engagement des partenaires, de mécènes, de grandes entreprises pour aider le développement. Je pense que l'État a un rôle majeur à jouer dans la prise en charge. Moi, j'ai monté une association sur le grand appareillage orthopédique. Parce que j'ai été amputé et que le coût des prothèses est aberrant et que l'iniquité... Ça coûte combien une prothèse pour vous ? Moi, la prothèse que j'ai, elle coûte 15 000 euros. Elle est remboursée par la sécurité sociale, mais c'est pas la meilleure des prothèses. La meilleure des prothèses, elle coûte 100 000 euros. C'est des prothèses qu'il faut changer tous les 6 ans. Donc, c'est des investissements colossaux. Donc, il y a énormément de choses à faire. La législation doit changer, absolument. Les lois qui ont été passées doivent être appliquées. Elles ne le sont pas. Le remboursement des fauteuils roulants, aujourd'hui, la prise en charge, le reste à charge est énorme. Donc voilà, il y a des chantiers à mener qui sont tellement colossaux que ça peut effrayer. Et les mutuelles ne sont pas là ? Les mutuelles aident ou pas du tout ? Pas toujours. Pas suffisamment. Pas toujours. D'accord. Mais c'est aussi le quotidien. C'est quelqu'un comme Dominique Farrugia qui est en fauteuil et qui régulièrement interpelle sur l'inaccessibilité pour les personnes en fauteuil de nombreux endroits. Parce qu'on a beaucoup parlé du métro parisien et c'est une réalité. Le métro parisien aujourd'hui, il y a 14 stations d'accessibles sur 303, donc c'est rien du tout. Alors on sait que le chantier, d'ailleurs c'est Valérie Pécresse qui a mis ça un peu sur la table. Moi, j'espère que ce ne sont pas des effets de manche. Mais c'est très difficile à réaliser parce qu'on a l'un des plus vieux métros du monde et que les investissements sont lourds. Mais il faut le faire. Bien sûr. Il faut le faire. Il y a 12 millions de personnes en situation de handicap en France. On sera tous un jour ou l'autre confrontés à des problèmes d'accessibilité. Si on prend pas ce problème-là à bras le corps, on va dans le mur. Et il y a beaucoup de gens, vous parliez de Dominique Farrugia, il y a beaucoup de gens qui dénoncent ça depuis des années. Et ça ne bouge pas ou quasiment pas. Et juste une pensée pour les enfants aujourd'hui aussi en situation de handicap qui n'auront pas accès à l'école. Alors que Emmanuel Macron s'était engagé à ce que 100% des enfants handicapés puissent aller à l'école. Les auxiliaires scolaires ne sont pas là pour certains. Et je pense à ses parents et au parcours du combattant face auquel ils sont confrontés. Et on pourrait demander à un ministre chargé à plein temps du handicap. Il y en a. Bah si. Ah bon? Il n'était pas associé aux anciens combattants? Non, pas du tout. Ah bon, d'accord. Non. On l'a entendu beaucoup aux Jeux Olympiques. On l'entend beaucoup aux Paralympiques. Je parle de la Marseillaise. C'est mon son. Alors, Marseillaise réorchestrée lors des cérémonies d'ouverture des deux Jeux Olympiques. Il y a eu les contre et puis il y a eu surtout beaucoup les pour. Allez, un petit extrait. Vous êtes dans quel camp, Valérie? Mais
J'ai pas entendu tellement de polémiques, moi, là-dessus. Il y en a eu quelques-unes. Non, tout le monde a trouvé. Est-ce que vous étiez en train de bronzer? Non, pas du tout. J'ai trouvé que c'était une très très belle. Je crois que c'est assez unanime. Oui, ça a été assez unanime. Ça a été une très très belle. Justement, ça adoucissait le côté. Le côté guerrier. Côté guerrier qu'on peut aimer. Moi, par exemple, quand je commente un match de rugby, je trouve que voilà, ça colle bien au moment parce que c'est un sport d'affrontement, de combat, et donc on a besoin un peu de se galvaniser avec cette Marseillaise. Absolument. Là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de poésie, beaucoup de douceur, elle beaucoup est de. Magnifique. Elle est magnifique. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, Mathieu Lartaud, et on va parler de ces Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques avec vous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Mathieu Lartaud, journaliste sportif sur France 2. Vous le connaissez évidemment. On va parler avec vous des Jeux Paralympiques, du succès des Jeux Olympiques aussi. Je rappelle votre livre « On n'ampute pas le cœur, mon combat pour la vie » qui est paru chez Robert Laffont en avril dernier. Vous y racontez votre cancer du genou, la prothèse dont vous êtes équipé aujourd'hui. Évidemment, on l'a évoqué dans la première partie de l'émission. Ces Jeux Paralympiques, ce que ça signifie pour vous, j'imagine, de voir tous ces athlètes. Oui, ça résonne d'autant plus par rapport à tout ce que j'ai vécu depuis un an, en effet. Et bon, moi, j'ai pris de plein fouet. Alors moi, j'avais un handicap invisible depuis déjà plus de 20 ans. Oui, on a décelé votre cancer quand vous aviez 16 ans. Le premier cancer, c'était à l'adolescence, en effet. J'ai eu beaucoup de séquelles, une jambrette pendant de nombreuses années, mais c'est vrai que depuis mon amputation, je plonge dans un monde qui jusque-là m'était inconnu. Et quand on évoquait tout à l'heure les problèmes d'accessibilité, il y a tant d'autres problèmes dans le milieu du handicap, en termes d'équipement, en termes de reste à charge. Mais dans le quotidien, faire adapter une voiture pour pouvoir continuer à conduire quand vous avez été amputé, c'est des frais qui sont lourds, parfois qui mettent du temps à être remboursés. Les gens n'ont pas toujours les moyens d'avancer, tout ça, et ça restreint en fait l'autonomie des uns et des autres. En fait, le problème du handicap en France, c'est qu'il isole et qu'il enferme souvent les gens. Et parfois même, ils ne peuvent pas reprendre leur travail. Moi, j'ai cette chance d'être revenu très très rapidement, mais parce qu'aussi j'ai un métier de passion et donc j'étais peut-être davantage motivé à reprendre l'exercice de ma profession. Mais voilà, ce sont toutes ces thématiques-là qui sont importantes à évoquer, et il faut profiter de cette vitrine que sont les Jeux Paralympiques pour mettre tous ces sujets sur la table, et surtout qu'ils ne disparaissent pas une fois les podiums rangés. En fait, c'est ça l'enjeu aujourd'hui, quoi. Et quel regard vous avez? Est-ce que vous m'autorisez ou pas à dire « Oh là là, quel courage !» Non, alors moi le courage, je le balais d'un revers de main dans mon livre, parce que en l'occurrence, mais par rapport à ce qui m'est arrivé moi, c'est-à-dire que moi c'est un cancer, hein, et donc quand on affronte le cancer, on fait pas preuve de courage, on fait juste preuve de combativité, d'opiniâtreté, de résilience, mais le courage n'a rien à voir là-dedans. Il y a des autres personnes, des athlètes paralympiques en ce moment qui sans doute font preuve davantage de courage dans leur vie de tous les jours pour surmonter les difficultés. Sur le sport en lui-même, je voyais qu'il y avait 28 100 mètres différents. 29. Oui, parce qu'il y a des catégories de handicap. Alors ça, c'est pas toujours très facile à faire comprendre au plus grand nombre. C'est ça, c'est pour ça que je voulais que vous expliquiez ça, parce qu'on se dit quel est l'enjeu sportif finalement. L'enjeu sportif, c'est que chaque personne en situation de handicap soit représentée dans la compétition, et comme il y a des degrés qui sont très différents, il faut bien avoir des épreuves systématiquement pour tous ces para-athlètes. Alors la difficulté, c'est de pouvoir faire un travail pédagogique et didactique pour que les gens comprennent ce qui se passe. Parfois, il y a des compensations. C'est vrai, par exemple, en cyclisme sur piste, où il y a des concurrents qui peuvent être sur la piste au même moment, mais qui sont pas tout à fait dans le même temps. Le temps est ramené en fonction du degré du handicap. On a vu, nous, nos champions, Alexandre Léoté, Dorian Foulon, par exemple, qui concourent avec des personnes amputées, alors que eux ont leurs membres, mais parce qu'ils n'ont plus de force dans leurs membres, à 95%. Donc voilà, alors
ça fait partie de notre travail quotidien sur les antennes de France Télévisions, d'expliquer en permanence. On a 21 consultants qui sont de véritables experts et qui qui vulgarisent un petit peu tout ça. On peut aussi appartenir, comme c'est mon cas, au monde du handicap et ne pas tout maîtriser. Je pense même qu'il y a plein d'athlètes paralympiques qui ne maîtrisent pas toujours toutes les subtilités des règlements, mais c'est la raison pour laquelle il y a notamment effectivement 29 100 mètres différents sur ces jeux. Est-ce que une des images qui va rester, c'est le malaise de Marie Patouillet justement au moment de recevoir sa médaille d'or qui manque s'évanouir et qui est soutenue. C'est très très fort cette image. Elle est soutenue par la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze. Heidi Gauguin qui était la favorite de la course qui finit en argent, qui soutient Marie. En plus, Heidi 19 ans, Marie 36 ans, c'était son dernier tour de piste. C'est vrai que ça a été un moment très 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 fort. Je sais pas si c'est l'image qui sera. Non, mais c'est une des images fortes. C'est une des images fortes, qui est fraîche puisqu'elle était hier. Mais des images fortes, en fait, il y en a tous les jours. C'est ça qui est génial. Je voulais vous demander quand le aidant court presque à la même vitesse que l'athlète, le guide. Est-ce qu'il a une médaille ou pas? Oui. Ah oui? Oui. Ah, tu vois, vous moquez. Bonne rentrée, madame. Vous moquez de mes questions. Ils ont une médaille aussi? Oui, ils ont une médaille et ils sont 20 guides à accompagner les athlètes paralympiques. Alors on a vu hier Timothée Adolphe avec son guide Geoffrey Lamy. Ils travaillent ensemble depuis 8 ans. Incroyable. Et on les a vus très déçus parce que Timothée, lui, il visait que l'or. Mais c'est un travail de coordination, de synchronicité qui est extraordinaire. Et le para-athlète n'est rien sans son guide et inversement. Parfois, il faut changer de guide parce que il va pas aussi vite que vous dans votre progression athlétique. Donc ce sont aussi de belles histoires. En fait, la richesse des Jeux paralympiques, elle se situe là. Elle se situe sur les histoires, les parcours de vie et in fine les performances qu'ils réalisent tous. Et en parlant de performance, est-ce qu'on peut imaginer des valides contre concourir avec des personnes en situation de handicap? C'est déjà arrivé. Souvenez-vous d'Oscar Pistorius, qui derrière a très mal tourné et qui a pas été un très bel ambassadeur du sport paralympique. Non. Mais il y a des débats. Vous savez, Alexis Anquincan, qui peut-être est en ce moment même en train de réaliser l'or pour l'équipe de France, et on n'en doute pas sur le paratriathlon. Alexis Anquincan, il concourt toute l'année avec des valides et 99% du temps, il bat les valides. Alors après, il y a des débats qui sont un peu d'ordre philosophique parce que il y a des valides qui se plaignent en disant Alexis Anquincan, il bénéficie d'une prothèse avec une lame en carbone qui lui permet de restituer une énergie qui lui permettent de nous battre. Marcus Rem, que vous verrez dans quelques jours en saut en longueur, il est peut-être à 2 doigts de réaliser le record du monde, toute compétition confondue, valide et paralympique. Donc il y a ces débats-là qui peuvent. Vous aimeriez présenter un magazine hebdo sur le sport paralympique? Ça serait bien d'avoir un magazine. Le sport paralympique. Paralympique, oui. Mais vous savez, je présente Stade 2, qui est une émission c'est pour ça que je vous pose la question. Et on aborde beaucoup les sujets. Alors là, je peux vous assurer, on a fait pendant plus d'1 an et demi. Oui, mais parce qu'il y avait les Jeux Olympiques qui se profilaient. Mais même on en parle. Donc ça va continuer. Vous savez, les Jeux Paralympiques, on les diffuse déjà tous les 2 ans, puisqu'il y a aussi les Jeux paralympiques d'hiver. Et dans notre mission de service public, on les met en évidence dans toutes nos émissions, que ce soit Stade 2, tout le sport, aux Jeux citoyens, qui est une émission qui a été faite pour ces Jeux olympiques et paralympiques. Donc le sport paralympique sur les antennes de France Télévisions, c'est une priorité. Et je crois qu'on est en train d'en faire la démonstration, parce que réserver un traitement comme on le fait 24 heures sur 24 sur nos chaînes premium et 11 flux d'images sur notre plateforme France.tv. Bon, voilà. Vous faites votre mea culpa sur quel jeu? C'est pas mal, quel jeu? Quel mea culpa? Vous aviez critiqué au départ. J'ai absolument pas critiqué quel jeu. Non, j'ai juste dit que dans la communication au moment de dire qui allait incarner le programme, le service des sports avait pas du tout été consulté. Oui, ça devait être Michel Drucker, c'est ça. Mais Michel Drucker, je l'adore, Léa Salamé, je l'adore. Vous aimez bien quel jeu, rassurez-moi? Mais j'avais Est-ce que vous avez participé maintenant? J'avais pas de problème avec quel jeu, je vous rassure. C'était sur la façon dont les choses Vous savez comment ça se passe dans une entreprise. Parfois, on annonce des choses sans consulter les gens. Nous, on est dédié au sport toute l'année.
on voulait juste être au courant de l'émission qu'elle allait être mise sur pied. En tout cas, on peut saluer le service des sports de France Télévisions pour ces jeux exceptionnels, pour ces heures d'antenne qui ont été consacrées et cette volonté de diffuser, de tout diffuser, de consacrer toute cette antenne et le succès d'audience. Et on peut remercier, en effet, Paris 2024, je crois, qui a fait un travail exceptionnel parce que très franchement, si on nous avait dit il y a un an que les Jeux paralympiques auraient un taux de remplissage de 90%, qu'il y ait plus de 2 millions de spectateurs sur tous les sites, franchement, un grand bravo à eux, et nous on est juste là pour mettre tout ça en image et en musique. Et bravo Mathieu Lartaud à vous d'être là, d'apporter votre connaissance et votre enthousiasme, et puis votre livre On n'ampute pas le cœur, mon combat pour la vie, qui est paru chez Robert Laffont. Merci à vous. Merci à vous. Faites attention aux voitures sur les Champs-Élysées. Dans un instant, on se retrouve avec l'acteur Frédéric Diffenthal pour parler d'une fiction ce soir. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec Frédéric Diffental. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de cette fiction à ne pas manquer ce soir sur France 2, Le jour de ma mort. C'est à 21h05, pardon. On va vous retrouver, puis on vous retrouve également du lundi au vendredi dans Ici tout commence sur TF1 également. Racontez-nous alors un petit peu ce qu'on va pouvoir voir ce soir. Vous incarnez un policier sur les dents qui est au oui, enfin, qui a une collègue qui met en doute ce qu'il est en train de faire. Oui, vous êtes et contester ses méthodes. Alors racontez-nous un petit peu. Bon, vous me dites quand j'ai le droit. J'aurais en parler. Allez, dites-nous. Non, je vous laissez faire, c'est pratique en fait. Bon, déjà, bonjour à toute l'équipe et bonjour à tous les auditeurs, voilà. Ouais. Et ce qu'on va voir ce soir, c'est un vrai thriller, voilà, qui sont. C'est vrai qu'à la télé, de temps en temps, on en voit, mais pour le coup, pas si souvent non plus que ça, et sous cette forme, parce que c'est vraiment, on est quasi dans un quasi huis clos. Et d'un côté, on suit des flics enfermés dans leur nouveau bureau sous la canicule, des bureaux qui sont même pas équipés de clim et ils sont dans des cartons et à essayer de rassembler les pièces d'un puzzle où ils ont pas grand chose pour pouvoir stopper un serial killer. Et de l'autre, il y a une victime potentielle, une de plus. Paumé qui n'a pas pris au sérieux quelque chose parce qu'elle a aucune raison d'une prédiction, une chose, et arrive le jour J sur le calendrier et quand même elle se dit quand même, et elle son huis clos, c'est qu'elle est dans un immeuble aussi en plein mois d'août, quasiment vide. Voilà, et on a ces deux, voilà, l'original c'est qu'on a vraiment on avance comme ça comme deux histoires en parallèle de gens qui ne se voient absolument pas. Les flics ne savent pas qui c'est, où est cette fille, qui c'est Kate, cette victime, ils savent rien, ils n'ont rien. Et elle est de plus en plus paumée, va de plus en plus craquée, oppressée. Et puis voilà. Et puis au milieu de tout ça, ces flics, effectivement, sinon ça serait pas drôle. Il y en a deux. Lisa, que je n'aidera Ayadi magnifiquement. Très bien. Et moi-même, Stanislas, qui essayons de reconstruire quelque chose, une relation qui est vraiment. Il y a eu une histoire entre eux, mais il y a des choses assez graves pour elles qui se sont passées et qui ont terni leur histoire. Et d'un côté, de ce côté, en parallèle, ils essaient de reconstruire quelque chose. C'est pas du tout évident et c'est normalement pas l'endroit pour le faire et pas le moment. Parce que ça commence au Maroc, ils sont trois copines au Maroc et une voyante lui dit le 15 août, tu vas mourir dans des souffrances incroyables, tu vas avoir très peur et alors va-t-elle mourir et elle commence petit à petit au 15 août à y croire, la tension monte. Si on vous annonçait une voyante votre mort, vous réagisseriez comment? Je sais pas, j'ai vu 3 voyantes dans ma vie qui m'ont annoncé des choses assez étonnantes. Alors on entend peut-être que ce qu'on veut entendre, je ne sais pas, je suis pas dans l'ésotérisme, mais 3 fois j'ai eu l'occasion. Il y a des moments vraiment en plus précis. Donc à 56 ans, 3 fois, c'est pas énorme. Et j'avoue qu'il y a des choses qui sont étonnantes. Alors est-ce que c'est une interprétation qu'on a, est-ce que ça nous donne pas une direction, une influence, j'en sais rien.
Alors maintenant, jusqu'à la mort, ça n'a pas été jusque-là, mais du coup, comme j'ai eu des choses un peu quand même étonnantes, jusqu'à un accident grave qui est arrivé, jusqu'à quelque chose qui devait m'arriver de génial. Est-ce que c'était pas la sortie de taxi à l'époque j'étais tout jeune, j'ai quand même eu des choses. Franchement, non, j'ai eu des choses assez hallucinantes. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un devait me dire ça, je pense que je le prendrais peut-être. Si elle m'annonçait, je le prendrais peut-être aussi. À la différence de Lisa, donc que joue formidable Lula Coton-Frappier, qui est vraiment incroyable dedans. Formidable, parce que vous insistiez sur le côté thriller, et c'est vrai que souvent il y a des meurtres, des trucs. Là, il y a vraiment une montée. Il y a vraiment une montée de la tension parce qu'elle est parano. On ne sait pas si elle est parano, si elle va être victime ou pas. Et c'est toute la réussite de Jérôme Cornuau, qui est le réalisateur, d'avoir réussi à faire monter ce suspense où on se dit mais elle est timbrée parce qu'il y a la télé et où elle voit cette enquête sur les serial killers qui est en train d'avancer. Elle se dit je corresponds à la victime et là on est vraiment pris par le suspense. C'est vraiment toute la force de cette fiction. Ben oui, et puisque justement Jérôme Cornuau, notre réalisateur, c'est une adaptation libre du roman de Jacques Expert, et c'est vrai qu'il a le roman qui est formidable à la base. On peut faire un film, une histoire formidable qui avait quelque chose de formidable au départ, mais dans cette adaptation libre, c'est ce qu'il a voulu aussi faire monter, cette montée en puissance vraiment de ce rapport à la victime, où effectivement dans les polars qu'on a l'habitude de voir, ce qu'on voit justement à la télé, on est souvent sur les flics, sur leur enquête. Là, on est vraiment avec les personnes dont on parle. On les connaît. On est c'est d'ailleurs le film s'est tourné c'est 2 fois 10 jours. En gros, si vous voulez, il y a 10 jours faits avec les flics et 10 jours faits le reste, tout ce côté thriller, le tueur, les victimes. Vous voyez, il y a vraiment ce parallèle et comment dire. Et ça, c'est quelque chose auquel c'est une chose à laquelle il le tenait, qu'il a vraiment accentué. On est, mais dire, c'est un huis clos et à la fois c'est 2 huis clos en fait qui vont se croiser. Et on n'est pas dans une enquête basique à résoudre quelque chose en 90 minutes. D'ailleurs, ils ne résolvent rien. Ils sont en train, c'est pas une enquête classique. On va trouver que machin qui a fait ça. Non, il y a quelqu'un dans la nature. On sait que c'est un jour J, on sait que c'est un vendredi. Alors à chaque vendredi, les flics sont sur les dents. Ça n'arrive pas forcément, mais si ça arrive, c'est un vendredi, puisque c'est déjà arrivé de cette façon-là. Et à chaque vendredi, il se passe quelque chose. Et là, on suit en fait. On est dès le départ du côté des flics, d'ailleurs, ce qui est plutôt amusant. On est avec Stanislas que joue va chercher Laurence, cette flic, cette collègue, on va découvrir que c'était pas qu'une collègue, mais je vais pas trop en dire non plus, mais surtout il va la chercher parce qu'il lui a donné une parole, et on verra, les gens verront où il va la chercher. Je vais pas tout dévoiler. Il la récupère, il doit juste la ramener chez elle, point barre. Il l'a pas vue depuis des mois, il vient la chercher à un endroit bien précis et il a tenu parole, il y est. S'attend pas forcément à ce qu'il soit là, il la ramène, mais elle va voir les choses autrement et elle veut elle veut l'aider. Elle lui dit t'as besoin de moi, t'as toujours eu besoin de moi, on a toujours formé un binôme, t'y arriveras pas sans moi. Va te faire foutre, fous-moi la paix, fais ce que t'as à faire, mais lâche-moi maintenant. Non, tu vas pas m'aider. Finalement, elle va s'imposer. Et il y a cette relation effectivement entre les deux qui est très forte, parce qu'il y a aussi une petite tension, des tensions parfois. Et moi, j'insiste vraiment sur le côté thriller. Il y a le truc, une course contre la montre. Une course contre la montre. On n'est pas dans une enquête, on est dans une course contre la montre. Et c'est vrai que ça fonctionne parce que c'est une réalité. Le chrono, le jour où les flics doivent faire un flag ou quelque chose, éventuellement parce qu'ils peuvent le foirer. Là, ils espèrent, ils ont rien, mais voilà, il y a une montée en puissance. Ils ont une course contre la montre, de toute façon. Alors, une dernière question, Frédéric Diffenthal. Alors, comme ça, vous allez avoir une nouvelle amourette sur TF1 vous allez votre personnage va avoir une nouvelle amourette sur TF1 ou pas? Vous en savez plus que moi, c'est bien. Ah bon? J'ai vu ça, Moi, je sais des choses, mais je me laisse surprendre. En fait, non, j'avoue, franchement, j'aime bien me laisser surprendre. De temps en temps, j'ai besoin d'avoir des infos parce qu'elles nourrissent le personnage ou quoi. Mais voilà, dans ce principe de quotidienne, et je l'ai déjà dit, ce que je trouve amusant, et on peut avoir de bonnes surprises. Quelquefois, elles sont salées, elles sont vraiment pimentées. Quelquefois, elles sont plus
plus basique, mais j'aime bien garder l'effet de surprise pour ne pas m'attendre moi aussi aux choses, quoi. Voilà, ne pas comment dire. Je veux pas que Fred Diffenthal en sache plus qu'Antoine, en fait. Ah, voilà. Donc c'est bien. Il y a un auditeur qui demande si quand vous avez joué un flic dans Taxi, ou même quand vous avez joué donc ce rôle ce soir, vous vous dites que vous auriez pu être un flic. Ah, à force, j'ai quelques-uns de mes amis avec qui j'ai des relations. Voilà, c'est vrai que oui, à force d'en avoir, je dois rendre hommage aussi à cette profession, parce que elle me fait faire mon métier. Oui, vous êtes très souvent flic. En tout cas, c'est vrai. Il y a un moment, j'arrêtais pas de dire j'en ai marre, je vais arrêter. Bon, à chaque fois, ce qui m'importe, c'est aussi ce que portent ces individus. Donc le plus souvent, c'est vrai qu'ils ont une particularité. Lui, la particularité là, c'est son boulet. Ouais. Mais en tout cas, ça fonctionne. Que je vous n'aidera. J'aime bien les flics un peu. J'aime bien les personnages un peu aussi un peu paumés, un peu border, qui sont pas qui sont pas des super héros à dire, parce que c'est aussi ça la vie de ces mecs-là, quoi, ces gens-là. Et aujourd'hui, à l'heure où on dit tellement de choses. J'aurais envie, et là je vais le dire, je vais pas faire mon idée Marshall de service, mais j'ai envie de rendre hommage à tous ces gens dont on a besoin, donc les flics, les pompiers, les médecins et tout. On fait pas ces métiers par hasard. Voilà, je veux bien que ça arrive, peut-être, je dis pas, mais ça doit représenter 0,00 je sais pas combien de pourcentage, voilà. Et de gens qui se conduisent mal, ou quoi, comme on a tendance à dire, non, bien sûr, ça existe partout, Il y a des chirurgiens qui sont pas clean, il y a des pilotes d'avion qui sont pas clean, mais ça représente 0,00. Il y a des acteurs ou des actrices qui sont pas clean, voilà. Ce que je veux dire, c'est que la plupart font comme ils peuvent et avec ce qu'on leur donne, et c'est pas évident, voilà. En tout cas, ce soir, ils sont témoins, et c'est les premiers témoins d'une société. J'ai écrit un livre par rapport à ça, qui s'appelle un livre document qui s'appelle Paris capitale du crime, où j'avais fait l'évolution de la société sur un siècle et demi à travers des crimes, et pas pour prendre un truc à la genre pas faire faites entrer l'accusé, on s'en fout. C'était pas, j'ai beaucoup aimé ça, mais c'était pas ce que je voulais faire. C'était vraiment raconter l'évolution de la société à travers la justice et le prisme des flics qui sont en lien avec cette société, qui sont en lien avec tout, avec la misère humaine et tout ça. Ils en sont témoins aussi. Voilà. On vous retrouve ce soir, en tout cas, dans un thriller qui fonctionne très bien, qui va jouer avec vos nerfs. C'est ce soir, ça s'appelle Le jour de ma mort. Je peux vous dire qu'on reste accroché jusqu'au bout. Merci Frédéric Diffenthal d'avoir été avec nous. Saluer notre productrice Véronique Marchas, voilà. Et la scénariste Joanne Rigoulot. On oublie trop souvent les scénaristes, et Jérôme Cornuau. Et puis tous les partenaires, l'équipe, parce que c'était quand la Belgique est réussie. C'est la somme de talents réunis. Voilà. Super comédien, vraiment. Et merci à la télévision en général. Super. Merci à vous. De continuer à nous faire exister, nous acteurs et actrices. Voilà. Merci à vous. On se retrouve, nous, dans un instant pour les débats. Bonne journée. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons